déjà plusieurs loges érigées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et de là en Écosse, à cause de l'intime alliance qui y eut alors entre ces deux nations. Jacques Lord Stewart d'Écosse fut grand maître d'une loge établie à Kilwinning, dans l'ouest d'Écosse, en l'an 1286, peu de temps après la mort d'Alexandre III, roi d'Écosse, et un an avant que Jean Balliol montât sur le trône. Ce seigneur écossais reçut Freemason dans sa loge les comtes de Gloucester et d'Ulster, seigneurs anglais et irlandais. Peu à peu, nos loges, nos fêtes et nos solennités furent négligées dans la plupart des pays où elles avaient été établies. Elles conservèrent néanmoins dans toute leur splendeur parmi les Écossais. Fin de citation. En mentionnant effectivement l'Écosse en tant que lieu où la splendeur de la maçonnerie avait été préservée, donc Ramsay ne pouvait faire de meilleur choix, car il se trouvait ainsi en mesure d'honorer son pays natal, où il avait reçu sa première formation, tout en mentionnant plus particulièrement Kilwinning, dont l'histoire maçonnique lui était sans aucun doute bien connue, car également situé dans le comté de Leicestershire, sur la côte ouest du royaume. Alors, on pourrait s'interroger sur quel a été donc de voir Ramsay, donc avant qu'il devienne un peu un adepte de Fénelon, dans la formation donc, très écossaise de Ramsay. Ramsay a suivi les cours de la Grammar School de sa ville natale d'Ayr, où il a reçu une formation classique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau d'écoles paroissiales s'était progressivement mis en place à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. S'adressant aux garçons comme aux filles et fondé sur le mérite, il ne laissait donc pas à l'écart les enfants des familles modestes et pauvres. Ramsay lui-même n'était pas issu d'un milieu social particulièrement favorisé, avec un père simple boulanger. La majorité des maîtres d'école étaient d'ailleurs capables d'enseigner le latin et donc de préparer leurs élèves à des études universitaires. The Education Act, promulgué en 1696, donc vous voyez, Ramsay est né en 1676, donc il est en plein milieu, s'attacha ensuite à bâtir un enseignement national. S'appuyant alors sur les enquêtes locales, le synode de Glasgow et Ayr, en 1700, insista sur la nécessité de généraliser à côté du latin des enseignements alternatifs dans les matières suivantes: mathématiques, pratiques, langue vivante, géographie, histoire commerciale, destinée aux enfants qui se destinaient à des métiers ne nécessitant pas une formation universitaire. Ramsay aurait ensuite... On a un problème de traduction. Ah, je m'arrête alors. Il n'y a pas de traduction. Et vous êtes traducteur, non? Et où sont les traducteurs? Ah, c'est vous la traductrice? L'une des... Ah, super. L'une seulement. Ah, bon. Bon. C'est anglais, anglais, français. Eh bien, c'est français-anglais. Voilà. So, we'll have an English translation. In any case, it's really fast. Oui, So si I tu veux don't parler think plus anyone longuement. could D'accord. translate. Quand elle est prête, tu me le dis. Oui. Mais je vais reprendre la formation écossaise alors. Oui. C'est OK? Bon, c'est OK, Bon. lentement. Bon, alors je vais reprendre la formation de Ramsay en Écosse. Ramsay suivit les cours de la Grammar School de sa ville natale d'Ayr, où il reçut une formation classique. Il faut savoir, en effet, qu'un réseau d'écoles paroissiales s'était progressivement mis en place à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. S'adressant aux garçons comme aux filles et fondé sur le mérite, il ne laissait donc pas à l'écart les enfants des familles modestes et pauvres. Ramsay lui-même n'était pas issu d'un milieu social particulièrement favorisé, avec un père simple boulanger. La majorité des maîtres d'école étaient d'ailleurs capables d'enseigner le latin et donc de préparer leurs élèves à des études universitaires. The Education Act, promulgué en 1696, s'attacha ensuite à bâtir un enseignement national. S'appuyant alors sur les enquêtes locales, le synode de Glasgow et Ayr, en 1700, insista sur la nécessité de généraliser, à côté du latin, des enseignements alternatifs dans les matières suivantes: mathématiques, pratiques, langue vivante, géographie et histoire commerciale, destinés aux enfants qui se destinaient à des métiers ne nécessitant pas une formation universitaire. Ramsay aurait ensuite fréquenté les universités d'Édimbourg et de Glasgow, dont il suivit les cours de théologie.
car il envisagea d'abord de devenir ministre presbytérien avant de revenir dans le sein de l'Église épiscopalienne, sous l'influence certainement de sa mère fervente dévote. Il convient d'ailleurs de noter qu'il existait aussi à l'université de Glasgow, depuis 1696, une chaire d'histoire civile, à prendre dans le sens d'universel, dont le titulaire était William Jameson, représentatif de cette école historique d'écossaise, partagée entre les courants presbytériens et épiscopaliens, et qui fournit une riche littérature historique largement comparable à celle produite dans de nombreux autres pays à cette époque. Cependant, la défense de l'identité nationale des Écossaises face à l'anglicisation se traduit aussi par une popularité nouvelle des textes classiques de la longue guerre froide entre guillemets entre les nations anglaises et d'Écosse. Les premières éditions imprimées de ce qu'on peut considérer comme des chansons de gestes, donc documents datant du Moyen-Âge, qui avaient survécu, The Wallace de Blen Harry et The Bruce de John Barbour, remontaient à 1570-1571. Leurs rééditions successives attestent donc qu'on peut aisément les considérer comme de véritables best-sellers. La première version imprimée, au début d'ailleurs de l'introduction de l'imprimerie en Écosse, fut faite en 1571 à partir d'un manuscrit aujourd'hui perdu. La seconde édition, par le même imprimeur, Hart, vit le jour en 1616. De nombreuses autres éditions suivirent, mais il fallut toutefois attendre 1790 et Pinkerton pour assister à une tentative de s'appuyer véritablement sur des sources manuscrites. Alors, qui est ce John Barbour? Il est né entre 1325 et 1335, probablement à Aberdeen. Il est vraisemblablement le fils d'un barbier attaché à une personnalité qui bénéficiait d'influence. Après une année au préceptorat de Dunkfield, il obtint dès l'année suivante une promotion à l'archidiaconé d'Aberdeen, probablement grâce à la protection de la famille royale des Stewart. À partir de cette date, toutefois, il n'eut plus d'avancement dans sa carrière ecclésiastique, bien qu'il eût les qualifications nécessaires pour obtenir un poste d'évêque. De 1364 à 1368, il étudia aux universités de Londres puis de Paris, où il acquit suffisamment la maîtrise de la langue française pour se familiariser avec le genre littéraire des chansons de gestes. Il commença à écrire The Bruce après l'accession au trône de Robert II Stewart, le descendant de Robert Ier, et devait servir d'ailleurs à plusieurs reprises comme responsable des comptes, attaché aux comptes 1373, 78, 78 et 85 à la Chambre de l'Échiquier et fut alors gratifié d'une pension. À la mort de Robert II, il retourna à Aberdeen où il mourut le 13 mars 1395. Excusez-moi, si vous allez lire votre document, est-ce que vous pourriez le faire plus lentement? Oui, d'accord. Donc, je vais donc reprendre. Alors, John Barbour est né entre 1325 et 1335, probablement à Aberdeen. Il est vraisemblablement le fils d'un barbier attaché à une personnalité. Après une période au préceptorat de Dunkfield, il obtint dès l'année suivante une promotion à l'archidiaconé d'Aberdeen, probablement grâce à la protection de la famille royale des Stewart. À partir de cette date, toutefois, il n'eut plus d'avancement dans sa carrière ecclésiastique, bien qu'il eût les qualifications nécessaires pour obtenir une charge d'évêque. De 1364 à 1368, il a étudié aux universités de Londres et de Paris, où il a acquis suffisamment la maîtrise de la langue française pour se familiariser avec le genre littéraire en vogue à cette époque des chansons de gestes. Il commença à écrire The Bruce après l'accession au trône de Robert II Stewart et devait d'ailleurs à plusieurs reprises lui servir travailler à sa chambre des comptes en 1375, 78 et 85. Il fut alors gratifié d'une pension. À la mort de Robert II, il retourna à Aberdeen où il mourut le 13 mars 1395. John Barbour donc, est également l'auteur de deux autres œuvres qui sont perdues, The Brut, qui est une histoire mythique de la Grande-Bretagne depuis sa fondation par Brutus,
et The Stewarts Original, qui est l'histoire de la famille des Stewarts. Alors, le Bruce. Alors, le Bruce a été commencé en 1372 et achevé vers 1375. C'est la première œuvre écrite dans une langue qu'on appelle aujourd'hui l'écossais. Il appartient au genre littéraire de la chanson de geste. C'est une épopée qui s'apparente plus à de l'histoire romancée qu'à une chronique fidèle d'événements. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Il relate l'épopée de Robert Bruce et de son principal lieutenant James Douglas, qui tous deux retrouvent leur honneur perdu par la mise en pratique des valeurs chevaleresques qui vous sont connues, qui doivent permettre de rendre à l'Écosse son indépendance en triomphant de l'Angleterre. Vous avez deux thèmes qui prédominent dans cette vaste épopée qui est structurée en 20 livres et qui varie chacun entre 650 et 950 vers. Le premier thème est le patriotisme et la liberté nationale. Le deuxième thème est la valeur et la probité des héros qui luttent pour retrouver les droits qui leur avaient été injustement confisqués et qui met en scène l'honneur. Toute valeur que l'on retrouve tout au long du discours de Ramsay, d'où l'idée que Ramsay a bien eu connaissance de ce texte. Alors, il faut savoir que le Bruce a été récemment traduit en 1997 et annoté par un ancien professeur titulaire de la chaire d'histoire écossaise à Glasgow, Duncan, qui a insisté sur les valeurs chevaleresques de Robert Ier et sur les exploits de son lieutenant et ami Sir James Douglas. En conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que 70 ans plus tard, au milieu des années 1440, un autre ecclésiastique, Walter Bower, 1385-1449, qui fut l'abbé d'un petit monastère augustinien de l'île d'Incolchon, a consacré les chapitres 12 et 13 de son Scottish Chronicon, qui est un livre d'histoire pour les Écossais qu'il a écrit en latin à ces mêmes événements. Mais cette œuvre-là, qui se voulait exhaustive, donc, est tombée rapidement en désuétude, donc par conséquent, il a fallu attendre 1750 pour qu'une première édition apparaisse en latin et la fin du XIXe siècle pour qu'on voit une version en français. Voilà donc la contribution que je voulais faire sur l'influence de la littérature écossaise dans une époque où le pays est devenu officiellement anglais, mais il y a toujours ce sentiment national qui prédomine face à l'anglicisation et donc l'influence qu'il a pu avoir sur le discours du chevalier de Ramsay. Je vous remercie. Alors, l'une des conclusions justement du workshop de mercredi, c'est que, à défaut de trouver des nouveaux documents sur Ramsay Masson, il fallait étudier ses sources intellectuelles, sa formation, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette contribution est la très bienvenue. Je vous propose qu'on fasse d'abord l'ensemble des communications et on posera des questions ensuite. Donc maintenant, je passe la parole à Sophie Desplanges, qui est une très bonne connaisseuse de Ramsay, puisqu'elle a fait sa thèse sur Ramsay, thèse soutenue il y a deux ans. Septembre 2016, oui, donc comme ça passe. Voilà, donc nous lui avons demandé de nous éclairer sur un sujet compliqué qui sont les liens entre Ramsay et le jacobitisme. Mesdames, Messieurs, la vie de Andrew Michael Ramsay fut un véritable labyrinthe, tant son cheminement spirituel et son parcours professionnel restent encore une véritable énigme. Le personnage est complexe, difficile à cerner, à la fois grand mystique, un peu politique et très secret. Je vous dirais qu'il est né en 1686 à Ayr en Écosse et que même sur ce point, la date et le lieu de naissance posent problème. Par contre, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il fut un intellectuel du siècle des Lumières, actuellement inconnu du grand public, mais connu des membres de l'ordre qui connaissent son discours. Pourtant, ce n'est pas de franc-maçonnerie dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de l'homme, ce jacobite, qui soutint activement la dynastie des Stuart durant une bonne partie de sa vie. Jacques de Stuart, roi d'Angleterre, avait en 1673 épousé en secondes noces la princesse italienne catholique Marie de Modène. De cette union était né en juin 1688 Jacques-François-Édouard Stuart, plus connu en tant que Jacques III
ou le vieux prétendant, est surnommé plus tard chevalier de Saint-Georges par Louis XIV. Cette naissance laissant présager la mise en place d'une dynastie catholique, les nobles anglais en appelèrent au Parlement, qui trouva la solution en Guillaume d'Orange, qui avait épousé Marie, fille du premier mariage de Jacques II avec Anne Hyde, de confession protestante. Guillaume d'Orange débarqua à Torbay début novembre 1688 à la tête d'une armée hollandaise. Jacques II ne montra aucune résistance et partit le 24 décembre 1688 se réfugier avec sa famille et ses régiments qui lui étaient restés fidèles au château de Saint-Germain-en-Laye où il fut accueilli par son cousin Louis XIV. De 1688 à 1689, ce fut la Révolution glorieuse. Considérant que cette fuite équivalait à une abdication, le Parlement accorda la couronne aux nouveaux monarques Guillaume III et Marie II, qui régnèrent conjointement à partir de 1689. Ainsi débuta la présence en France des jacobites. Le jacobitisme n'était d'ailleurs pas qu'une question de religion, c'était aussi un positionnement politique qui visait à rejeter cette dynastie d'origine allemande qui avait écarté du pouvoir une partie importante de la nation. En effet, une large part de la population ne se reconnaissait pas dans cette Angleterre de sensibilité restée majoritairement Tory, mais dominée désormais par une oligarchie hanovrienne Whig. Il y eut, de ce fait, persistance de contact entre les jacobites exilés et les Tories demeurés au pays. Quel Tory n'était pas resté attaché à la dynastie Stuart par la pensée? Quel Tory ne levait pas son verre à la santé du King over the Water, ce roi qui reviendrait restaurer les vrais Anglais dans leurs droits légitimes? C'est probablement ce qui explique la politique d'épuration qui eut lieu dans les premières années du règne de Georges Ier. Il est difficile de dire avec exactitude à partir de quand Ramsay adhéra à la cause jacobite. Peu d'indications sont données sur ce point, ni dans le manuscrit intitulé Les Anecdotes, qui est une biographie dictée par lui-même à la fin de sa vie, ni dans aucune de ses publications. Pourtant, pendant de longues années, il pria pour un retour de la dynastie catholique des Stuart sur le trône d'Angleterre. Il fit montre de son jacobitisme de différentes façons, dans sa jeunesse, en s'entourant de jacobites, puis en participant à la tentative malheureuse de 1715, et enfin en tant que précepteur du fils de Jacques III. Mais c'est surtout à travers ses écrits politiques qu'il le démontra. Cependant, dès 1724, certains aspects de son comportement paraissent ambigus et amènent à se poser la question de savoir si son jacobitisme affiché ne connut pas, dès lors, certaines limites. Dès son enfance, Andrew Michael fut bercé dans un environnement familial très religieux et favorable aux Stuart. Son père, épiscopalien, avait subi le contre-coup de la Révolution glorieuse. Partisan du roi déchu, il avait dû quitter l'Écosse avec sa famille pour se réfugier probablement en Irlande, où il se pourrait que Andrew Michael fût né. Par ailleurs, sa mère, presbytérienne, était proche des comtes de Mar, jacobites convaincus. Si ses parents n'étaient pas tout à fait d'accord au plan religieux, ils étaient par contre en totale osmose au plan politique. Sa jeunesse fut surtout marquée par les liens étroits qu'il tissa avec un groupe de jeunes intellectuels installés à Rosehearty en Écosse qui, comme lui, recherchaient la religion idéale, ce qui ne l'éloigna pas de cette ligne de pensée, tous les participants de ce groupe étant jacobites. Plusieurs d'entre eux participèrent d'ailleurs activement à la révolte de 1715 et durent fuir en Hollande. Ce fut également chez un jacobite convaincu, David Wemyss, que Andrew Michael débuta le métier de précepteur. Ces jeunes années se déroulèrent donc en milieu jacobite, très impliqué dans le retour des Stuart. Il est donc compréhensible qu'il se soit senti proche d'eux, bien que, durant cette période, ses préoccupations religieuses aient semblé prendre le pas sur le politique. C'est pourquoi, bien qu'élevé dans le protestantisme, il recherchait une religion plus conforme à ses vœux.
Il voyagea donc pour atteindre ce but, d'abord en Hollande, puis chez Fénelon, archevêque de Cambrai, qui le convertit au catholicisme. Ramsay arriva chez Fénelon à Cambrai en août 1710. Il avait alors 24 ans. La plupart des ouvrages laissent à penser que c'est chez Fénelon qu'il aurait rencontré Jacques III, qui guerroyait dans la région aux côtés des troupes françaises lors de la guerre de la succession d'Espagne. C'est faux, car c'est en novembre 1709 que le prétendant avait rendu visite à l'archevêque, c'est-à-dire plusieurs mois avant l'arrivée de Ramsay. Il ne le rencontra physiquement qu'à Rome en 1724, lors de son court séjour en qualité de précepteur de son fils. Des échanges de courriers précédant son départ pour l'Italie en attestent. Issu d'un milieu jacobite écossais, aurait-il confirmé ses idées politiques grâce à sa conversion au catholicisme romain? Était-ce bien nécessaire? Il est possible d'en douter car les idées de ce jeune homme semblaient déjà bien arrêtées. Ramsay resta auprès de Fénelon jusqu'en 1714, date à laquelle il rejoignit Madame Guyon, célèbre quiétiste installée à Blois. Or, le 11 avril 1713, le traité d'Utrecht, qui mettait fin à la guerre de la succession d'Espagne, contraignit Louis XIV à ne plus soutenir les Stuarts. Il fut donc contraint de refuser l'asile à Jacques III. Ce dernier s'installa en Italie au printemps 1717. Ramsay eut surtout l'occasion de montrer son attachement à celui qu'il considérait comme son roi, Jacques III, en participant à la tentative de 1715. Dans une lettre datée du 2 septembre 1715, adressée au marquis de Fénelon, il évoquait à demi-mot et avec grande prudence, je cite, « un voyage qui se fera bientôt ». Fin de citation. Il est possible de rapprocher l'annonce de ce voyage avec les préparatifs de cette nouvelle tentative, à laquelle Ramsay participa en qualité de porte-drapeau avec le grade d'enseigne. Sa participation à cette opération militaire, qui se termina par une cuisante défaite, est la preuve de son jacobitisme. Malgré son inexpérience, Ramsay n'avait pas hésité à suivre son roi, lui démontrant ainsi l'indéfectibilité de son attachement. Jacques III l'apprit 7 ans plus tard et lui en témoigna sa reconnaissance. Défait militairement, Ramsay allait alors poursuivre la lutte par d'autres moyens, ses écrits, dont le plus significatif fut l'essai philosophique sur le gouvernement civil. Ce fut à Paris, durant son préceptorat chez le comte de Sassenage, que Ramsay se révéla comme auteur politique et se rapprocha un peu plus de son roi. En 1721, il lui envoya un exemplaire de l'essai philosophique qui venait d'être publié. Il démontrait le bon droit de Jacques III au trône d'Angleterre face au roi de fait, Guillaume d'Orange, qualifié d'usurpateur. Il y affirmait que le meilleur régime est la monarchie absolue, héréditaire, de droit divin, rejetant toute participation populaire, directe ou indirecte. C'était un net retour en arrière à une époque où la Déclaration des droits de 1689 diminuait le pouvoir royal au profit du Parlement et l'acte d'établissement de 1701, toujours en vigueur de nos jours, stipule qu'aucun monarque catholique ne pourra monter sur le trône d'Angleterre. La notion de souveraineté absolue perdait peu à peu de sa puissance au profit d'une souveraineté partagée entre le roi, l'aristocratie et les représentants du peuple, en même temps que s'affirmaient les libertés des sujets face au pouvoir du souverain. À contre-courant, si j'ose dire, des idées nouvelles du siècle nouveau, Ramsay voulait très clairement servir la cause jacobite et le faire savoir aux prétendants. Ramsay eut, par la suite, l'occasion de rappeler sa loyauté envers les Stuarts grâce à des courriers adressés à son roi, dont un écrit en 1722 est significatif. Je cite « Ma plus grande ambition, ainsi que mon plus grand bonheur, sera toujours de sacrifier tout ce que je suis et tout ce que j'ai à vos intérêts. » Fin de citation.
Ramsay eut l'occasion d'être une nouvelle fois remarqué par Jacques III. En effet, fin 1722, le gouvernement britannique de Robert Walpole décida de soumettre les catholiques à une taxe spéciale correspondant aux 2/3 de la valeur de leur propriété. L'émoi fut grand dans les milieux catholiques qui ne pouvaient accepter une telle mesure discriminatoire. En France, à la demande de Jacques III, Thomas Southcott et Ramsay prirent donc la tête d'un comité de protestation composé de hauts dignitaires du royaume de France, qui en appela au cardinal Dubois et au régent pour intervention auprès des autorités de Londres. À l'issue de discussions qui durèrent près d'une année, le gouvernement Walpole s'en tint à un prélèvement unique global de 100 000 livres sterling pour l'ensemble des catholiques. Jacques III ne put qu'apprécier le dévouement de son fidèle sujet, ainsi que de son accès à la cour de France. Cette fidélité sans faille allait enfin porter ses fruits. De façon inattendue et sans aucun doute sur intervention du prétendant, le 20 mai 1723, Ramsay était fait chevalier de justice dans l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem par Philippe d'Orléans. Nanti du titre de chevalier, il pouvait donc prétendre à une pension sur bénéfice ecclésiastique qui lui fut attribuée en octobre 1723 par le régent. C'est donc tout naturellement que le 23 mai 1723, soit 3 jours après sa nomination en tant que chevalier, Jacques III lui accorda un certificat de noblesse. Andrew Michael Ramsay était noble, chevalier de Saint-Lazare de Jérusalem, doté d'une pension et entouré de puissants protecteurs. Le prétendant venait de donner à ce fervent jacobite un témoignage de confiance qui remplissait tous ses vœux. Cette gratitude ne s'arrêta pas là, puisque Jacques III recruta Ramsay en janvier 1724 comme précepteur du prince de Galles. L'éducation du jeune prince se passait sans problème. Pourtant, après 10 mois de service, Ramsay quitta Rome et la cour de Jacques III pour revenir à Paris. Dès son retour dans la capitale, il déclara qu'il avait demandé à son employeur la permission de rentrer en France et que Jacques III lui avait donné congé pour quelque temps. Cependant, il ne retourna jamais à Rome. 4 mois après son départ, Jacques III écrivit à John Murray, je cite, « Ramsay est un curieux personnage. Il s'est exposé à moi-même et à bien d'autres, de façon étrange à de nombreuses occasions. Mais pour l'instant, je serais assez charitable pour penser qu'il est fou. » Fin de citation. Qu'avait donc bien pu faire ce jacobite aussi dévoué qu'apprécié du prétendant pour se voir infliger un tel jugement ? Les opinions des biographes diffèrent sensiblement sur ce point. Homme complexe, difficile à cerner, très secret, Ramsay se comportait parfois de façon ambiguë. Il est possible d'aller jusqu'à l'utilisation de ce terme, tant il est difficile de cerner avec précision la personnalité du chevalier, qui, fidèle en amitié, nouait des relations et se faisait admettre au sein d'institutions des 2 côtés de la Manche. À cette époque, il s'agissait bien d'ambiguïté. En effet, après son départ de Rome pour revenir à Paris, il ne se rapprocha plus vraiment des Stuarts, mais se tourna vers le cardinal Fleury. La preuve en est donnée par le fait qu'il est possible de reconnaître l'écriture du chevalier dans diverses notes et rapports faisant partie des papiers du cardinal. Rien dans les dates ne s'oppose à ce que Ramsay fut l'auteur de cet ensemble de documents dont la plupart traitent de sujets liés à la religion. Quel qu'ait été l'emploi confié à Ramsay par Fleury, il est certain qu'il l'a employé et vraisemblablement rémunéré Ramsay. Ces propos trouvent leur confirmation dans une lettre datée du 30 juin 1741 que Ramsay adressa au cardinal Fleury, je cite, « Comme j'ose me flatter depuis près de 25 ans que votre Excellence daigne s'intéresser à moi. » Fin de citation. Leur rapport devait donc remonter à 1717, c'est-à-dire à son arrivée à Paris chez le comte de Sassenage, et s'était poursuivi jusqu'à la fin de la vie du cardinal. Ce cardinal avait des émissaires et des agents de renseignement dans tout le pays et groupements
comment n'aurait-il pas eu de correspondant au sein du très célèbre club de l'entresol, fondé à Paris en 1720, où Ramsay fut admis en 1726, 2 ans après son retour de Rome. L'intégration à ce club lui permit surtout de lire aux membres des extraits de son premier grand ouvrage, qui devint un véritable best-seller, Les Voyages de Cyrus, avant sa publication en 1727. Il avait trouvé dans ce club un moyen de diffuser ses idées. Comme nous l'avons vu, Ramsay rendait service au cardinal, qui à l'époque conduisait une politique de rapprochement avec les Hanovres. Pourtant, dans une lettre datée du 1er juillet 1725 et adressée au cardinal de Polignac, Fleury mentionnait que Ramsay pouvait être fort dangereux auprès des princes. Ainsi, tout en ayant recours à ses services, le cardinal tenait Ramsay éloigné de la cour de France, voulant sans doute éviter que le jeune Louis XV ne tombe à son tour sous l'influence du chevalier. Sur certains points, le cardinal était donc très réservé à son sujet. Aurait-il été informé des relations que le chevalier avait nouées lors de son séjour en Italie avec un personnage pour le moins étrange, le baron Philippe von Stoch, qui était un espion hanovrien et qui, selon Maria Luisa Baldi, était, je cite, payé aussi par les jacobites et dont la maison, siège d'une loge maçonnique, deviendra un centre de diffusion des idées libertines. Fin de citation. Il est impossible d'imaginer qu'à Paris, la découverte d'une telle relation pour Ramsay fut appréciée par le cardinal Fleury, pour qui un agent double, franc-maçon et libertin n'était pas réellement fréquentable. Tous ces faits témoignent des interférences qui existaient entre le jacobitisme de Ramsay, ses intérêts culturels et religieux, ainsi que les relations personnelles qu'il entretenait, essentiellement en France, où il cherchait des appuis pour consolider sa position auprès de personnages influents de la vie politique. Il fut donc très ambigu dans sa quête de relations à tous les niveaux, et pour reprendre une expression d'Albert Scherel, je cite, « Désormais, et en dépit de sa réputation, peut-être tout apparente, de jacobite, il est réconcilié avec l'Angleterre hanovrienne. » Fin de citation. Sans aller jusqu'à cette extrémité, il semble bien, en effet, que le jacobitisme du chevalier se soit adouci et que son esprit de tolérance et ses intérêts personnels lui aient fait regarder l'Angleterre hanovrienne d'un regard moins chargé de certitude. Bien qu'il l'ait servi fidèlement, répondant à chacune de ses demandes, Ramsay était conscient des difficultés qu'il rencontrerait tant que le cardinal Fleury, qui en 1728 entrait dans sa 76e année, serait au pouvoir. Pourtant, dès son retour de Rome en 1724, Ramsay avait immédiatement trouvé un emploi et un gîte chez le duc de Sully. Cependant, à la fin des années 1729, il quitta le duc et, muni d'un passeport ainsi que de nombreuses lettres de recommandation, revint en Grande-Bretagne, cette terre qu'il avait quittée 21 ans auparavant. Son séjour dura 5 mois, au cours desquels il fut dès son arrivée admis à la prestigieuse Royal Society, à la Spadleian Gentleman Society, accepté à la loge Horn et fait docteur honoraire à l'université d'Oxford. L'accueil fut donc des plus chaleureux, ce qui semble surprenant pour cet homme partisan de la dynastie Stuart et catholique. Était-ce dû à son attachement à Fénelon, apparenté en Grande-Bretagne au jansénisme ou à des services rendus au cabinet de Londres, comme on a pu le supposer? Les relations ambiguës que Ramsay, le politique, entretenait avec les Hanovriens ne cessèrent jamais. Il s'éloignait progressivement des Stuart pour se tourner vers une famille très célèbre, la famille de Bouillon. Dès son retour de Grande-Bretagne, il revint directement à Paris, où il fit la connaissance du comte d'Évreux, neveu du cardinal de Bouillon et grand ami de Fénelon. Il engagea Ramsay en qualité de précepteur de son jeune neveu, Godefroy Giraud. Il rejoignait ainsi une prestigieuse famille, comptant parmi ses membres 2 personnages illustres, Godefroy de Bouillon, qui, au XIe siècle, avait organisé la première croisade, et le vicomte de Turenne, qui s'illustra comme maréchal général des armées du roi. C'est ainsi que, par un sentiment naturel de reconnaissance envers la famille de Bouillon, Ramsay écrivit « L'histoire du vicomte de Turenne, maréchal général des armées du roi,
publié en 1735 à Paris. L'auteur y présente également une partie des mémoires du duc d'York, c'est-à-dire de Jacques de Stuart, manuscrites et imprimées pour la première fois. En conclusion, il est possible d'affirmer que jusqu'en 1724, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 38 ans, le jacobitisme de Ramsay était réel et profond. C'est à partir de son retour anticipé de Rome que son espoir d'un retour des Stuarts sur le trône d'Angleterre semble s'être amenuisé au profit d'une diffusion plus intense et plus large de ses idées politiques et religieuses, pourtant à contre-courant des idées nouvelles du siècle des Lumières. Ramsay n'était plus tout à fait jacobite, et la diffusion de ces idées se fit grâce aux best-sellers de l'époque, les voyages de Cyrus, mais également grâce aux relations de haut rang qu'il put se faire des deux côtés de la Manche. Cependant, il gagna surtout une tribune nouvelle et très efficace, la franc-maçonnerie. Alors, on a très envie de poser plein de questions, mais on va rester sur notre principe. Donc, je vais passer la parole à Reinhard. Et puis ensuite, notez bien vos questions. On entamera un débat. Given the scarcity of reliable information on Andrew Michael Ramsay's connections with Freemasonry, Anton von Geusau's records of the conversations he had with the Chevalier in 1741, 2 years... Alors, Reinhard, on peut peut-être faire une pause pour que nos amis aillent chercher des casques pour les francophones, comme jusqu'à présent les exposés ont été en français. Ça marche, hein? Je sais pas, ça marche avec celui-là, je t'en prendre celui-là, je sais pas, on verra bien. On peut avoir un candidat pour le... C'est canal 1. Canal 1 et les deux trucs doivent être devant. Okay, is everyone ready? Maybe I should add that I'll happily... Voilà, c'est bon. Yeah? I should add that I'll happily accept questions regarding my presentation in French. I should be able to understand them. I'm just not very good at speaking French myself. All right, I'll just start all over again. Given the scarcity of reliable information on Andrew Michael Ramsay's connections with Freemasonry, Anton von Geusau's records of the conversations he had with the Chevalier in 1741, 2 years before his death, are particularly precious. Their value has been appreciated by most Masonic scholars who have written on Ramsay, beginning with Friedrich Nicolai in 1782. Gustav Adolf Schiffmann in 1878, Robert Gould, Wilhelm Begemann, and George David Henderson in his 1952 biography all paraphrased Geusau's account when discussing Ramsay's life and ideas. Now, who exactly was Anton von Geusau? He was born in Gandersheim in 1695, a town belonging to the Duchy of Brunswick, halfway between Hildesheim and Göttingen. Gandersheim was best known for its abbey, where Anton's father, Günther von Geusau, was a member of the chapter. Having lost his father early in life, Anton was raised by his mother. Like his two elder brothers, he attended the grammar school in Halle,
which had just as fine a reputation as the local university. Originally, the Goisaus were an old Thuringian noble family. This background may have played a role when Anton von Goisau, having completed his law studies at the University of Halle, was appointed in 1716 to serve as a counselor to Count Henry XXIV of Reuss-Köstritz. Henry resided in the small Thuringian town of Köstritz, north of Gera, and was subordinate to his elder brother, the ruling Count Henry XI of Reuss-Schleitz. Next one. This is a map of the rather complicated territories. It's a little later, but it gives you an idea of the complexity of the landscape. And you can see the blue territories. Those are the ones that were ruled by the Reuss family, by various branches of the Reuss family. The Reuss family, which governed much of the central German Vogtland region for centuries, is notorious for its habit of naming all male heirs Heinrich, regardless of which branch of the extended family they belong to. This makes for a rather awkward numbering system. Thomas Carlyle called it a nomenclature inscrutable to mankind. Next one. Having spent 3 years in Köstritz, Goisau accompanied a younger brother of Henry XXIV, Count Henry XXIX of Reuss-Ebersdorf, on a grand tour through the Low Countries and France. Following their return, he was tasked with supervising Henry XXIV's eldest surviving son, Henry VI, and his best friend and future brother-in-law, Count Rochus Friedrich von Lünar, during the time of their studies at the universities of Jena and Halle. Goisau once again served as a travel companion when these two noblemen subsequently went on an extended grand tour through the Low Countries, France and England. After their return in 1732, he accompanied Count Henry XXIV on a visit to Vienna, where there were some legal issues to resolve regarding the guardianship over Count Henry XI of Obergreiz. When the young ward had come of age, I'm talking of Henry XI now, Goisau travelled with him through France, Italy and Switzerland. It was during this journey, while staying in Paris in the spring of 1741, that he encountered and befriended the Chevalier Ramsay. Finally, in 1746, Goisau accompanied Count Henry XXIII of Reuss-Köstritz on his passage to Denmark, where they were to witness the coronation of King Frederick V. Goisau, who had never married, died in 1749 at the age of 54. Immediately after his death, Count Rochus Friedrich von Lünar set out to write a short biography of the deceased courtier. The tutor of his eldest son, Anton Friedrich Büsching, contributed an account of Goisau's final days, which Lünar had not witnessed himself. The obituary was read at the memorial service and later put to print. Lünar left Köstritz the day after the service because the King of Denmark had appointed him as his ambassador to Russia. Büsching joined him, rather reluctantly, but left St. Petersburg at the earliest opportunity. It was Anton Friedrich Büsching who made sure that Goisau's diary would not be buried among his papers but made available to the wider public, albeit not in its original form. He thanked an incomparable countess, whose name he wouldn't divulge, for its communication. It is impossible to determine the exact circumstances under which this happened and the identity of his benefactor. After Büsching's death in 1793, his library was bought by Catherine the Great, but it is unknown whether this acquisition included handwritten documents of any kind, be it his wide-ranging correspondence or indeed other materials such as the diary in question. In any case, Büsching first made use of Goisau's observations in 1754 when he published the second part of his voluminous Neue Erdbeschreibung,
a description of Portugal, Spain, France, Italy, and Great Britain, none of which countries the author knew from personal experience. It is safe to say that it was this work that earned Büching a chair at the University of Göttingen, which was by then swiftly becoming the most prestigious institution of its kind in all of Germany. 10 years later, after he had left Göttingen and taken up a pastorate in St. Petersburg, Büching contributed through an anonymous intermediary in Berlin several chapters to the 7th installment of the Anekdoten zur Lebensgeschichte berühmter französischer, deutscher, italienischer, holländischer und anderer Gelehrten, edited by Johann Adam Hiller, a composer and author in Leipzig. One of Büching's sketches in this volume, all of which relied on Goisar's observations, concerned the Chevalier Ramsay. For Büching, Goisar's travel diary proved to be a gift that kept on giving. He once again drew upon it when he published its author's biography in 1784, in the second volume of his Beiträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen, Insonderheit gelehrter Männer. This time, he didn't just lift a few interesting items from the diary, but recounted the whole journey as described from Goisar's point of view. Büching claimed that Goisar's journal revealed that he had been a very experienced, wise, and learned man, even in theological matters. His focus on the travel diary led to a rather peculiar imbalance, as less than 2 years of Goisar's life made up some 96% of his biography as told by Büching. One has to bear in mind that Henry XI was still alive when the Beiträge came out. In fact, he had by then been created Prince of Reuskreuz, an honor bestowed upon him by Emperor Joseph II in 1778. There are no indications, however, that Henry objected to the publication. Finally, Büching returned to the subject of Chevalier Ramsay's biography in the following volume of the Beiträge, published in 1785. His main source, unsurprisingly, was yet again Goisar's account of their conversations. The Goisar diary is in fact no such thing, but a series of letters sent home about once a week during a grand tour that lasted for almost 2 years. Büching noted that they were disseminated amongst various persons related or acquainted with the Reuss family in Köstritz, which seems to explain why 2 copies are still extant. Both are being kept at the beautiful and lovingly restored summer palace in Greiz, located in what used to be called in darker times the Lenin Park. The lovingly restored building now holds the Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung, a collection of some 35,000 books and thousands of engravings and caricatures. The 2 mid-18th century manuscripts in questions are bound volumes containing the text of the original Goisar letters as copied by professional scribes. There's very little textual variation between them, and they are unquestionably authentic. It would seem that they have largely escaped the attention of historians, except for one thesis on the tradition of the Grand Tour published in 2004. The Greiz Library also holds a copy of Ramsay's short biography of Fénelon, which the author gave to Goisar as a present in 1741. The dedication reads, In amicitia et observantia tesseram dono dedit, presented as a token of friendship and respect. Finally, the library possesses a fine copy of Ramsay's 2-volume biography of the Prince of Turenne, evidently the one that he gave to Henry XI a few days later. Parallel to Goisar, Henry XI also sent letters home addressing them to his bride, Countess Conradine Eleonore Isabel Reuss of Köstritz, a daughter of his guardian Henry XXIV, whom he would marry after his return to his native lands. The rather more private nature of these letters most likely explains why they weren't copied and distributed as well. It would of course be instructive to compare Henry's account of his experiences abroad
to that of his tutor, but unfortunately only 3 of his original letters seem to have survived. One of them dispatched from Paris shortly after his arrival there, and 2 from Italy. They can be found at the Greiz branch of the Thuringian State Archives. The 3 letters bear the numbers 6, 74, and 87, respectively, clearly indicating that they were part of a larger series. The missing letters may have been destroyed when the US Air Force targeted Schleiz Castle, certainly not a target of any military significance, in the final weeks of World War II. The attack caused a fire which obliterated the Reuss family archives deposited at the castle, mostly documents filed after 1720. It seems possible that Geusar's papers were also destroyed that day, but since the inventories of the Schleiz archives went up in flames too, this assumption cannot easily be verified. Henry XI's Grand Tour started in mid-September of 1740 when he and his tutor, together with 2 other companions, travelled to Bamberg. At the end of the month, they had reached Strasbourg, where they stayed for more than a week. Via Lunéville, they arrived in Paris on the 9th of October. The 2 visitors would spend the next 8 months there, busily meeting with French aristocrats as well as the occasional foreigner or indeed other Germans, such as 2 princes from the Landgraviate of Hesse-Darmstadt. Occasionally, they also ventured to Versailles, where they had the chance of observing the morning toilette of Louis XV, and even talking to the Queen. On the 4th of January, 1741, they met Godefroy de la Tour d'Auvergne, the young Prince of Turenne, for the first time, and noted that he spoke some German. Andrew Michael Ramsay, his main tutor, though certainly not his German teacher, wasn't present that day. When the 2 visitors from Germany and the young prince met again two months later, on the 3rd of March 1741, he had only just returned to Paris. In the conversations Count Henry and his tutor had with members of the French nobility, confessional differences between Catholicism and Protestantism had been a frequent topic of discussion. The same can be said of the upcoming election of a new Holy Roman Emperor following the death of Charles VI in October of 1740. The subject of Freemasonry, on the other hand, was never touched upon until that very first encounter with Ramsay. It is also all the more surprising that Ramsay freely identified himself as being the Grand Chancelier of the French Freemasons, i.e. the Chancellor of the Grand Lodge of France, when talking to the 2 Germans, of whom he perfectly well knew that they weren't Masons themselves. Freemasonry, he explained to them, quote, was in fact originally formed as a brotherhood in the Holy Land during the time of the Crusades to rebuild the Christian churches ruined by the Saracens. Because these barbarians hindered the Brotherhood's efforts in every conceivable way, and indeed even infiltrated its ranks, disguised as Christians to obstruct them in an even more recondite fashion, it developed certain secret signs to distinguish its genuine brethren from the infiltrators. Also, since most of those Christians who had come to the Holy Land during the Crusades were very ignorant about religion, the brotherhoods thought it desirable, when a new brother joined them, to organize all sorts of symbolic ceremonies to painlessly instruct such a novice in what he should believe and also in how he should act, thus dispensing with the need for lengthy sermons. As the power of the Saracens increased and the Brotherhood's good intentions were no longer able to make any impact in those regions, a king of England invited them into his country. They accepted the invitation, and in their new home they busied themselves not just with the instilling of good morals and with the promotion of general human welfare, but especially with the advancement of architecture, music, painting, and sculpture, since many great men had become involved with this institution and, from time to time, held their customary conferences to further this, their stated goal. To Queen Elizabeth, however, these gatherings looked like papist conventicles.
because their initiation ceremonies had certain features in common with the ceremonies of the Roman Church. Around that same time, therefore, the Brotherhood felt itself obliged to allay the Queen's suspicions by changing the old ceremonies. These changes, however, led to them becoming a confused mishmash, and now much went on in them which had neither rhyme nor reason. He, that is, Ramsay, had in fact complained about this both to the English and French grandmasters, urging a return to the older forms of ceremony, and this might well have happened if indeed the international general assemblies of the Brotherhood had continued here. At the time, however, Cardinal Fleury requested in very gracious terms a postponement of this General Assembly, whereupon he responded that it was a major rule of their Brotherhood to respect the sovereign and his deputies, and that the convention would not go ahead for that reason. If, however, His Eminence, that is, Fleury, had the slightest scruple regarding the institution itself, such as that it might be detrimental to the state or church, the entire Brotherhood would be willing to accept His Eminence as a member, dispensing of all ceremonies, since he would then be able, by attending the meetings, to come to a thorough understanding of the matter. To which the Cardinal replied that the king was highly pleased with the Brotherhood's docility. Regarding the offer to be initiated, however, he would like one day to speak to Ramsay in person about it and have a good laugh together. Ramsay also informed us, that is, Henry and Goisar, on this occasion, that while the peculiar secrets of the Brotherhood could never be revealed to anyone other than someone who had been initiated into it, the Pope and crowned heads were exempted from this requirement, and if they asked to learn the secrets and agreed to swear on their word as Pope or King to observe silence, then one would be able to reveal them to them. He estimated the number of brethren in all of Europe at 3,000 and told us that he had proposed that each member pay 10 louis d'or annually to further the principal purpose of the society, which would raise 30,000 louis d'or each year and thus enable the society to do something worthwhile for the good of humanity. For example, he had wanted to begin by using these funds to publish a universal encyclopedia in French containing everything that might in some way be useful for the history and study of the above-mentioned four arts. At our prompting, he reported that a supper is held in conjunction with the meetings, which usually take place monthly, and at which on each occasion a lecture is given on one of these four sciences. At these suppers, the members, whatever their rank in society might be, are seated solely according to the date of their initiation to remind them that, in accordance with their creation, all men are equal to one another. Good order and sobriety are kept at these suppers. Everyone gets his one bottle and has to be content with that. When at one such meeting a local duke asked if he could have one more bottle, the Grand Master asked him, that is Ramsay, to warn the Brotherhood about the importance of moderation. He did this extempore, taking the theme of his talk from the history of the Knights Templar, a society which in their early days, and for as long as they adhered to their founding rule, was universally loved and praised, but which later on, when it gave itself up to debauchery and extravagance, became an abomination to the human race and the object of universal persecution. End of quote. Goisar closed his summary of Ramsay's remarks by noting that he had thought it wise to render them in some detail because the nature of Freemasonry was still shrouded in mystery. During the following few weeks, the German visitors met with Ramsay a number of times. Goisar's diary documents their wide-ranging conversations on literature, religion, education, and contemporary history. On the 21st of March, Ramsay's own writings were discussed, such as his biography of Fénelon, of which the author said that he would like to revise and expand it.
Ramsay also promised to furnish the two travelers with useful addresses in Rome, Turin, and elsewhere in Italy. Among the Stuart papers kept at the Royal Archives in Windsor, there is indeed a letter of recommendation to the pretender's surgeon, James Murray, in which Ramsay extolled the virtues of both the young count and his tutor. I should correct this immediately. In the morning hours of March the 28th, the Germans received both a printed copy of Ramsay's oration and one of the Voyages de Cyrus. While these two books were meant to be returned, a copy of the Fénelon biography was for Goisau to keep, and that is the one still preserved in Greiz today. In the afternoon, Henry and Goisau met with the author once again. Now that they had read his discourse, he confided to them, quote, that the restoration of King Charles II to the English throne was first plotted in a society of Freemasons because the well-known General Monk had been a member of them and thus could bring his secret project to fruition while arousing as little suspicion as possible. He said he had deliberately omitted this passage from his oration so as not to expose the Brotherhood to the suspicion that it interfered in such important matters of state, since at that particular time it did so only accidentally and because its statutes do in fact demand the abstention from all matters political. Of their initiation ceremonies in general, he said that even an otherwise spirited man might be a trifle embarrassed by them. But from everything else, we felt we could certainly conclude that the secret most likely consists of just a couple of words in gibberish, which in turn further strengthened our resolve to practice in freedom whatever good that there might be in this institution, rather than to pay for the knowledge of a secret of little importance by attracting all kinds of hostile suspicion. Thus we cordially declined Mr. Ramsay's offer to accept us as men whom he thought were well worthy of membership. End of quote. While the three of them would meet again at least 6 times, their conversations quite naturally never returned to the subject of Freemasonry after this. It is evident, however, that Ramsay held no grudge against the Germans because of their refusal to join the craft. In fact, the visitors spent their very last afternoon in Paris, making a trip to nearby Passy, together with Ramsay and his young wife. Early the next day, in the morning of 19th of June 1741, they left Paris for good and set off for Italy, from where they would only return to Germany the following year. In his book on Ramsay, Le Chevalier Ramsay, une fierté écossaise, André Kervella has expressed some doubts as to the reliability of Bishing's publications. Alluding to the anonymous Anecdote de la vie de Monsieur André de Ramsay, he writes, I quote, Le récit de Bishing a finalement la même nébulosité que les anecdotes. Aux notes de Goisau sont ajoutées des assertions incohérentes, puisées on ne sait où, à la façon d'un fragile patchwork. End of quote. Alain Bernheim, who unfortunately isn't with us today, has voiced similar concerns. An inspection of Goisau's original diary proves that Kervella's suspicion that Bishing might have meddled with it and added his own thoughts is unfounded. In using the diary for his various publications, he did of course lift the excerpts he used from their original contexts. Other than that, however, Bishing quoted Goisau very nearly verbatim. He did sometimes shuffle the words about a little. He also quite systematically replaced French and Latin expressions with German words, for instance, novice with Neuling or conventicula with Zusammenkünfte. This was a natural thing for him to do. Bishing's generation believed it was wrong to use too many foreign words, and he openly criticized Goisau for having done so. In the end, none of Bishing's revisions were meant to change the meaning of the individual diary entries. Wilhelm Begemann, the renowned German Masonic historian,
noted in 1906 that he had unsuccessfully searched for more than a year for the Goizhou diary. Retrieving the original text might be important for more than one reason, Begemann believed. Any conscientious historian would surely have agreed. It has to be said, though, that the original diary, now that it has been recovered from the stacks of one of Germany's lesser-known libraries, doesn't contain vital information missing in Bisching's publications, at least not with regard to Freemasonry. The diary does certainly help to reconstruct the chronology of the encounters and conversations Ramsay had with Goizhou and Count Henry. It thus shows that he immediately started talking about the subject of Freemasonry and did so with a considerable degree of enthusiasm. Ultimately, though, Ramsay did not succeed in winning the Germans over. They were concerned, and this is one little detail that Bisching did in fact leave out, of the adverse repercussions that joining the ranks of the Freemasons might entail. Once Count Henry XI, who was not yet 19 years old at the time, and his tutor Anton von Goizhou had respectfully declined his offer to initiate them into the craft, Ramsay dropped the subject of Freemasonry altogether. The two traveling Germans, too, would not pursue the matter any further. That is particularly unfortunate, since they actually got to meet the pretender, James III, and his two sons while staying in Rome in December of 1741. While Goizhou did refer to James as a king in his diary, he most certainly did not believe him to be the unknown superior of high-degree Freemasonry. Thank you. Merci bien, Reinhard, pour ce témoignage sur Goizhou que l'on connaissait indirectement et dont là, tu nous as donné vraiment la source principale. Donc, eh bien maintenant, si vous voulez bien, on va entamer un débat autour de ces trois communications. Alors, moi, je vais poser une première question à Sophie pour bien mettre les choses au point. Quelqu'un qui est un jacobite avéré et qui va à Londres en 1730, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que d'autres personnes ayant des engagements aussi fermes auraient été mises en prison ou auraient été... Disons que il est certain que je pense que le fait qu'il ait été un grand ami de Fénelon l'a beaucoup aidé quand il est parti en Angleterre. De toute façon, il n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'il s'en aille. La France, il avait fait un petit peu le tour. L'Italie, ça n'allait plus du tout non plus. Donc, il fallait encore, comme il a toujours fait, c'est-à-dire... il n'a jamais hésité à partir de l'endroit où il était pour essayer de rebondir, pour essayer de toujours s'en sortir et toujours être entouré par des gens très importants. C'est quelqu'un qui s'est construit avec une force de caractère assez exceptionnelle. Il avait parfaitement compris comment il fallait faire. Donc en fait, quand il est parti en 1730 en Angleterre, ça c'est certain que le fait d'être ami de Fénelon, ça a été vraiment pour lui un passeport important. En tout cas, ça lui a ouvert de très grandes portes et ça lui a permis aussi d'être aussi bien accueilli comme il a pu l'être dans toutes ces institutions. Bon, j'ai pas trop parlé de son acceptation à la loge maçonnique, mais en tout cas pour The Royal Society ou la Spanning Club, tout ça, ça a été pour lui une grande chance. Et à nouveau, il arrivait encore à se faire connaître. Encore des deux côtés. Pour lui, ça a toujours été important. C'est bizarre parce que c'est un homme de l'ombre. Et pourtant, il a toujours cherché à se faire remarquer d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui est impressionnant aujourd'hui quand on essaye de faire des recherches, c'est que c'est un homme qui a toujours essayé d'apprendre à... C'est un homme au départ qui n'était pas grand-chose, des parents de conditions modestes. Il s'est construit tout seul. C'est vrai que c'est un opportuniste, ça c'est certain, mais
à la fois il était opportuniste, et aujourd'hui on a du mal à trouver des informations sur sa vie, alors qu'elle est encore très cachée, sa vie. Oui, c'est un homme qui paraît avoir plusieurs visages et dont on a du mal à imaginer quel était vraiment le personnage derrière tous ces masques. Ça a été... Alors, moi, je ne dirais pas qu'il ait eu plusieurs masques, parce que justement, quand on étudie son écriture, on s'aperçoit qu'il a toujours eu le même style d'écriture, une écriture régulière, ce qui a toujours prouvé la stabilité de son caractère. Son tempérament aussi, donc un homme assez calme. Moi, je dirais que c'est un homme qui aimait, qui observait énormément, et surtout qui essayait d'avancer étape par étape, mais pour être toujours entouré par les grands. Et c'est vrai que quand on en parlait mercredi par rapport justement à la publication des œuvres de Fénelon, il était important pour lui de citer, de se mettre Ramsay, de signer Ramsay. Ça y est, son nom était enfin posé. Pour lui, c'était très important qu'on connaisse son nom, et il aimait par-dessus tout signer Monsieur le Chevalier de Ramsay. D'ailleurs, rien que dans le titre des anecdotes, quand on lit le titre complet, c'est les anecdotes de la vie de Messire André Michel de Ramsay, Banneret, baron ou plutôt Banneret d'Écosse, dicté par lui-même sur les instances réitérées de son épouse. Il met tous ses titres. Donc c'est quelqu'un qui en était très fier à la fois de tous. Et en 1730, c'est d'abord le disciple et le porte-parole de la pensée de Fénelon, donc en France et en Angleterre. Oui. Et par exemple, ces éditions de Fénelon ont été traduites ou... Il y a eu des traductions qui ont été faites en anglais par la suite, mais pas en tout cas faites par Ramsay. Ça a été fait par d'autres auteurs. Et les Voyages de Cyrus, c'est traduit quand ? La première édition en langue française, c'était 1727, donc il faudra attendre 1730 en langue anglaise. Et c'est lui qui a fait sa propre traduction, ou ça a été traduit par quelqu'un ? Non, ça a été traduit aussi mais pas par lui. Je pense par contre qu'il a relu, mais en tout cas, ça n'a pas été fait par lui, la traduction. Pourtant, il savait parfaitement écrire l'anglais aussi. Donc, ce qui lui a permis finalement d'aller en Angleterre et d'être fêté, c'est sa forte association avec Fénelon, et c'est sans doute que dans les milieux bien informés, on savait qu'il était un jacobite moins militant qu'il ne l'avait été. Oui, tout à fait. Et puis je crois de toute façon qu'il savait parfaitement il avait parfaitement compris que les Stuarts ne reviendraient jamais sur le trône d'Angleterre. C'est vrai que quand on a proposé à Jacques III de succéder à sa demi-sœur, la reine Anne, il avait le droit, mais il fallait qu'il change de religion, en tout cas qu'il devienne anglican ou protestant, ou qu'il en tout cas, ne montre pas qu'il était catholique. Et à l'époque, il avait refusé, sans doute parce qu'il croyait vraiment dans le soutien de ses partisans, les jacobites. Et bon, à la fin, les jacobites, ils se rendent bien compte qu'à force, de toute façon, d'essayer de trouver de l'argent, essayer de remettre l'histoire sur le trône, ça ne marchait pas. Donc, il fallait de toute façon, un jour ou l'autre, lâcher. Quand on voit le destin des Stuarts, on pense à cette réflexion d'un membre de l'entourage du comte de Chambord, qui avait dit « Monseigneur, vous aurez certainement une couronne au ciel, mais sur la terre, ça sera plus compliqué. » C'est tout à fait ça. Jacques ? Alors, si, parce que pour les translation, unfortunately. C'est bon ? Alors, juste deux petites remarques et puis une question. La petite remarque, c'est pour dire qu'effectivement, à travers l'exposé, après votre exposé, madame, on voit bien comment Ramsay se rétablit toujours dans l'instabilité politique et l'instabilité religieuse de son temps. Et il y a peut-être un point qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est que en arrivant chez Fénelon, il se trouve à cheval sur la France et l'Allemagne, puisque l'évêque de Cambrai dépendait toujours de l'archevêque de Cologne. Bien qu'intégré au royaume de France, Fénelon devait se rendre aux cérémonies qui étaient organisées à Cologne ou auxquelles l'archevêque de Cologne allait pour le compte du Saint-Empire. Donc c'est un élément qui prouve que s'il arrive chez Fénelon, il a aussi quand même des contacts avec l'Allemagne.
Et le deuxième point pour M. Marc, vous avez dit que Goizao et le prince de Reuss, ou le comte de Reuss, je ne sais pas, étaient passés par Lunéville. Et Pierre Chevalier nous a bien expliqué qu'à ce moment-là, le duché de Lorraine et donc Lunéville était un des points forts de la franc-maçonnerie en Europe. Peut-être déjà a-t-il eu à ce moment-là des conversations sur la franc-maçonnerie. Non, il n'en a pas eu. Très bien. La question que je voulais vous poser, madame, est celle du catholicisme de Ramsay. Parce que en 1738, quand le pape sort sa bulle condamnant la double appartenance, plutôt la publication par la papauté de cette bulle a été précédée très probablement de très longs travaux préparatoires. Une bulle de cette nature-là, surtout la première, sur quelque chose d'aussi nouveau que la franc-maçonnerie, demande plusieurs années de travail et de conversation. Et donc, est-ce que le passage par Rome, passage de Ramsay par Rome, même 15 ans avant, n'aurait pas pu lui mettre la puce à l'oreille, lui disant qu'il y aurait peut-être une incompatibilité entre Stuart, catholicisme, franc-maçonnerie, à laquelle il commençait déjà à s'intéresser. Qu'est-ce que son passage de Rome, de ce point de vue-là, peut avoir apporté sur l'étude de ce personnage? Alors, par rapport à votre question, donc, vous souhaiteriez savoir un petit peu son changement sur le plan de sa religion. Très honnêtement, je pense que son passage à Rome, hormis le fait d'avoir rencontré un franc-maçon, d'avoir rencontré son futur beau-père, d'avoir été témoin de nombreuses intrigues de la cour, très honnêtement, il n'en ressort pas grand-chose de cette étude, enfin de ce passage-là, en tout cas pour lui. Il est vrai qu'il y a Édouard Corp qui a écrit un ouvrage très bien fait sur les Stuart en Italie. C'est un livre où il y a beaucoup de détails, mais en tout cas, quand on cherche le passage de Ramsay en Italie, on n'y a pas vraiment de grandes découvertes. Même son départ, à la rigueur, on ignore vraiment la véracité, la raison exacte de son départ. À chaque fois, on met des suppositions, mais rien de formel. Donc, en fait, de son passage, on n'apprendra pas grand-chose. Hormis le fait que c'est à la fin, en tout cas, c'est à la fin de son séjour, qu'on voit qu'il rechange et qu'il arrêtera un petit peu son soutien envers son roi. Mais c'est tout. De son passage en Italie, pas grand-chose en tout cas. Mais son beau-père, David Nairn, était quand même un jacobite très actif. Très actif. Donc, oui, s'il était considéré comme un agent double ou quelqu'un ayant renié la cause, les liens avec son beau-père, ou il a peut-être changé, il est peut-être revenu aussi à un certain jacobinisme à la fin. Les savoirs, c'est possible, hein, ça là-dessus. Honnêtement, je pense que pour son beau-père aimait bien Ramsay. Ce qu'on en sait, hein, c'est pareil, on a très peu de notes, en tout cas exposant leur relation. Mais pour lui, je pense que pour le beau-père, pour David Nairn, c'était vraiment important que sa fille, parce qu'en principe c'était son second mariage, épouse quelqu'un avec quand même un rang, un titre, c'était important. Donc en fait, honnêtement, qu'il soit ensuite agent double, bon, ça c'était pas trop grave. À mon avis, c'était pas le plus important là-dessus. Alors, sinon, pour la question de la maçonnerie dans les milieux Stuart, chez les Stuart à Rome, je renvoie aussi à un témoignage beaucoup plus tardif, mais qui est quand même du fils de Jacques III, puisque quand il s'entretient avec les émissaires de la stricte observance, il explique qu'on leur a souvent posé la question de la franc-maçonnerie et qu'il en a parlé avec son père. Donc c'est une question qui a été évoquée par les Stuart entre eux, et on l'imagine bien parce que la franc-maçonnerie était très développée au XVIIIe siècle, y compris dans des cours royales et chez les alter ego des Stuart, et il y avait ce mythe des Stuart francs-maçons qui était tellement fort que les Stuart ont été souvent interrogés à ce sujet, et donc aux émissaires de la stricte observance, Charles-Édouard dit oui, j'en ai parlé avec mon père, alors qu'il n'était pas du tout pour, alors que moi ça m'aurait un peu intéressé, mais enfin c'était un sujet familier manifestement.
I'm wondering about the world to which Ramsay belonged in Rome. Philip von Stosch, there's always, I think there's been a sort of hint of homosexuality around him. What do you think that has to say, if anything, about Ramsay? Between Ramsay and Philip von Stosch? Mm. Yeah, okay, the links. Je le fais en français ou pardon, je suis désolée. En français. Donc, en fait, les liens que les deux... très honnêtement, là aussi, c'est pas simple de savoir les liens exacts qu'il y a eu entre ces deux hommes. Tout ce qu'on sait, c'est que Ramsay le citera quand même quelques fois. En tout cas, il l'a rencontré de nombreuses fois. On se pose la question, en tout cas, pour ma part, je me suis posé la question de savoir, quand j'ai fait les recherches pour ma thèse, de savoir si, justement, s'il avait rencontré Philip von Stosch, franc-maçon, parce que c'était ce qu'on mettait en premier, le fait qu'il soit franc-maçon. Je me demandais, moi, si Ramsay, il n'était déjà pas franc-maçon à ce moment. Pour moi, dans le cadre de mes recherches, il est certain que Ramsay a été fait franc-maçon, en tout cas était franc-maçon bien avant l'Angleterre. Mais ça, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai pu mettre en avant dans mes découvertes. Mais c'est vrai que je pense que si Ramsay n'avait pas été franc-maçon, si Ramsay n'avait pas été espion à ce moment-là, il est certain qu'il n'aurait jamais côtoyé le baron Philip von Stosch. Mais après, on a... Philip von Stosch, c'était un personnage très curieux. Ces lettres qui sont à Londres, au National Archives, à Kew, ce sont des lettres qui sont impressionnantes et qui mentionnent Ramsay, mais qui en parlent bien. Donc, bon, voilà. Mais moi, je me dis que ces deux hommes n'auraient jamais été en relation. Voilà, si Ramsay n'avait pas été franc-maçon et si Ramsay n'avait pas été un agent double à ce moment-là. Je pense que c'est dans ce but-là qu'ils se sont rencontrés. Après, par contre, une fois son départ de Rome, on n'entendra plus parler non plus de Philip von Stosch. En tout cas, dans Ramsay. Alors, une autre question. Oui, je voulais apporter peut-être une précision sur qui est peut-être un fil rouge d'ailleurs sur Ramsay, qui apporte plusieurs explications, plusieurs réponses. Ramsay baigne depuis son enfance et de par sa mère dans un milieu mystique. Lorsqu'il part à Rosarty, il est avec George Garden, qui est donc un milieu mystique. Quand il va chez Poiret, Poiret est éditeur des anciens et des modernes mystiques. Il va chez Fénelon, qui va se battre contre Bossuet pour protéger Madame Guyon, mystique. Il va chez Madame Guyon, il en est le secrétaire pendant 4 ans, mystique. Il part chez les Sassenage, la femme Sassenage est une mystique. Il part à Rome, il revient à Rome, il revient chez le duc de Sully. Le duc de Sully est marié avec la fille de Madame Guyon, mystique. Donc, si on est dans le mysticisme, si vous regardez le mysticisme, vous vous apercevrez que le problème de la sexuelle est quelque chose d'important, à savoir qu'il ne faut pas l'honorer, ou d'une manière la plus plate possible. Et on retrouve dans le comportement de Ramsay ce comportement mystique par rapport à ses relations amoureuses. C'est un amoureux platonique. Si vous regardez la vie de Ramsay, c'est un amoureux platonique. Il va, dans ses relations contadines, il va draguer par écrit la femme de la personne à qui il s'adresse. Donc il faut bien replacer Ramsay dans ce cadre mystique pour pouvoir comprendre le personnage. Et ça éclaire aussi l'opinion de Jacques II, il est fou. Non, Jacques III. Oh, pardon. Mais en tout cas, c'est vrai par rapport à ses relations avec les femmes, parce que dans les lettres qui peuvent être consultées à la Wellcome Library, on s'aperçoit quand on arrive à bien tout mettre en ordre, qu'il est quand même
Oui, c'est un dragueur caché de toute façon, c'est indéniable parce il donne souvent, il prend souvent des nouvelles des autres femmes et oui, en fait c'est un petit coquin quand même. Ouais. Ça n'a pas l'air comme ça, mais par contre c'est pareil. De toute façon, il dira bien de sa femme quand il l'épousera que pour lui c'est comme sa fille. Hein. Voilà, je pense qu'il la voyait un peu du côté maternel ou fille, mais pas comme son épouse en tant que telle. Alors, moi, j'avais une question pour Reinhard. Je n'avais eu accès au témoignage de Gueuzo que par des intermédiaires, et j'avais retenu 2 points très importants. Et pour être sûr que j'ai bien compris et que je n'ai pas raté quelque chose dans ta communication, les 2 points très importants du témoignage de Gueuzo, c'est d'abord que, en général, les historiens disent qu'à partir du moment où Fleury dit à Ramsay « Arrêtez ces histoires de francs-maçons, ça me déplaît », comme Ramsay dépendait d'une pension de Fleury, on dit « Il a complètement arrêté la franc-maçonnerie ». Alors, en plus, avec l'arrière-pensée derrière, vous voyez, ce n'était pas quelqu'un de très intéressant, on menace sa pension, il arrête tout de suite. Donc, première importance, en fait, il n'a pas arrêté du tout, il a continué. Donc ça, c'est le premier point qui paraît très important. Et puis un deuxième point très important, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir le manuscrit et pas uniquement les publications, c'est qu'à un moment, Ramsay dit à Gueuzo que les cérémonies avaient été changées au début du XVIIIe siècle et que lui et ses amis sont revenus aux cérémonies anciennes, et ça laisse donc supposer que Ramsay s'est intéressé, a travaillé, a participé à la question rituelle dans la franc-maçonnerie, et ça ouvre la porte à l'idée que peut-être ce n'est pas un mythe le fait qu'il ait été à l'origine de plusieurs hauts grades, et comme on l'a évoqué dans le workshop, il y a 2 hauts grades où Ramsay a peut-être eu un rôle, et donc ce témoignage de Gueuzo est le seul élément d'époque qui conforterait cela. Yes, I totally agree. Unfortunately, the remarks that he made in his conversations with Guizar and Henry aren't really comprehensive enough to answer all those questions that we might have. It's certainly an indication that he was still a Freemason. He was still enthusiastic about it, otherwise he wouldn't have invited the 2 visitors to become brethren themselves. And he had been obedient towards the order of Cardinal Fleury to not let this gathering happen, whatever it was. It's a little bit unclear. An international gathering of some sort. Maybe there was some misunderstanding involved here, and what was really been talked about was just a Grand Lodge meeting of some sort. We don't know. And finally, yes, indeed, he was voicing his disappointment regarding the current state of the ritual, but he didn't specifically say that he himself had written alternative rituals. He only indicated that he would wish to see the current rituals replaced by better ones. But whether he was personally involved in writing new rituals, new degrees, we can't really tell from what he said to Guizar. So we got to dig deeper and find new sources, I'm afraid. So the door is only half open. Yes. But what we can tell now is that this is clearly an authentic source. Bishing didn't meddle with it. There's no need to doubt its authenticity. And also it's really surprising with what degree of openness he talked about the subject. You know, and at the very first meeting, at the very first occasion that they met, he apparently immediately started blabbering about Freemasonry. So it's quite strange, but it certainly shows that the subject was very high on his agenda still, and it almost feels like
as if he had just returned from some kind of Grand Lodge meeting. You know, he was totally. It was very present in his mind when he first met the two visitors, and only later they would talk about other things. Yes, Andreas? Thank you very much for 3 very interesting presentations. I have a question for Reinhard, also connected to the question of Pierre. Is the terminology really international meeting in the document? Does he say international in German? No, it's. I can read it to you in German, actually. Die hiesigen Generalversammlungen der Bruderschaft von allen Nationen. All nations. It could possibly mean the provinces of France. I don't know. But it rather points to a real international gathering, I guess. So, as the chairman is French, I suggest we have a little more time for lunch than the one who was. Très bien, d'accord. Alors, je vous engage à continuer cette exploration de Ramsay à 14h avec justement l'aspect religieux littéraire. So, please come back at 2 o'clock for a presentation of a very precise presentation of Ramsay religious idea. What is Quietism in France in the early 18th century, and how strong was its Catholicism, because it's really a very strong Catholicism around Fénelon, and what are the sources and what is his work as a writer. So hope to see you at 2 o'clock. Of course we don't know.